Stoïcisme, le piège secret de la force parfaite. Salut les esprits curieux, bienvenue de nouveau. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'audacieux. Nous allons prendre l'une des philosophies les plus populaires et admirées au monde, le stoïcisme, et nous allons la retourner pour en explorer le côté sombre. Parce que oui, il en a un, et je te promets qu'à la fin de ce voyage, non seulement tu comprendras le stoïcisme d'une manière complètement nouvelle, mais tu auras aussi un outil bien plus puissant pour naviguer dans la vie, en connaissant à la fois ses super pouvoirs et ses dangers. Si tu as déjà entendu parler du stoïcisme, tu connais sûrement son idée la plus célèbre, la dichotomie du contrôle. C'est simple et c'est brillant. Elle dit que dans la vie, il y a des choses que tu peux contrôler, comme tes opinions, tes décisions, tes actions, et des choses que tu ne peux pas contrôler, comme le climat, l'économie ou ce que les autres pensent de toi. La clé, selon les stoïciens, est de concentrer toute ton énergie sur le premier et d'accepter avec sérénité le second. Et cela nous mène à son effet le plus visible au quotidien, le calme face à l'adversité. Pense au classique embouteillage. Le stoïcien ne nie pas la frustration, il la reconnaît et pense « puis-je contrôler cet embouteillage ?» Non. Puis-je contrôler ma réaction? Oui. Alors, au lieu de crier et de klaxonner, il respire profondément et met un bon podcast. Il utilise la situation comme un entraînement pour sa patience. Mais cette mentalité n'est pas nouvelle. Elle a des racines profondes. L'une de ses pratiques les plus connues est le memento mori, une expression latine qui signifie « souviens-toi que tu mourras ». Et ce n'est pas pour être macabre, mais pour te donner de la perspective. On raconte qu'à Rome antique, lorsqu'un général victorieux défilait dans les rues, un esclave marchait derrière lui, lui murmurant à l'oreille précisément cette phrase « Souviens-toi que tu mourras ». Pourquoi? Pour le garder humble, pour lui rappeler que la célébrité et la gloire sont passagères. Contrôle, calme, perspective. Tout cela semble incroyable, n'est-ce pas? C'est le côté lumineux du stoïcisme. La pointe de l'iceberg que nous voyons et admirons tous. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret le propulse en dessous? Et quel danger se cache dans ses profondeurs? Voici la première grande révélation. Les gens croient que le stoïcisme t'apprend à supprimer tes émotions, à ne rien ressentir. Mais c'est une erreur monumentale. Le véritable mécanisme n'est pas la suppression, c'est la réinterprétation. Un stoïcien n'essaie pas d'éteindre le sentiment de rage, mais il examine le jugement qui la provoque. Il ne dit pas « je ne me mettrai pas en colère », il dit « cet événement est-il vraiment si terrible au point de mériter ma colère? Ou suis-je en train de mal le juger ?» Change le jugement et l'émotion se transforme. Et comprendre cela est un outil à double tranchant. D'un côté, c'est une opportunité incroyable. Si tu es licencié, tu peux le réinterpréter non pas comme un échec, mais comme une opportunité de commencer ce projet que tu as toujours voulu. Mais voici le drapeau rouge, le grand risque. Ce même pouvoir de réinterprétation peut être utilisé pour justifier l'inaction et tolérer l'intolérable. Tu peux te convaincre qu'une relation toxique est une preuve de ta patience ou qu'un patron abusif est une opportunité de pratiquer la vertu. Le même outil qui te libère peut construire ta propre prison. Tout cela opère sous une règle invisible, l'idée de vivre selon la nature. Et attention, cela ne signifie pas aller vivre dans la forêt. Pour les stoïciens, la nature signifiait l'ordre rationnel de l'univers, le logos. Vivre en accord avec elle, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, avec ses bonnes et ses mauvaises choses, parce que tout fait partie d'un système logique plus vaste. C'est comme un médecin qui accepte un diagnostic. Il ne l'aime pas, mais il le comprend comme une réalité biologique avec laquelle il doit travailler. Cette philosophie se connecte directement à un défaut de fabrication de notre cerveau, le biais de négativité. Notre cerveau a évolué pour accorder beaucoup plus d'attention aux menaces qu'aux opportunités. C'est un mécanisme de survie. Les stoïciens, de manière brillante, ont pris ce biais et l'ont transformé avec une pratique appelée préméditatio malorum, ou la préméditation des mots. La stratégie mentale pour contrer l'anxiété que cela génère est la suivante. Ne te contente pas de t'inquiéter passivement. Assieds-toi activement et visualise le pire scénario possible. Quel est le pire qui pourrait arriver? Et si cela arrivait, que ferais-tu? Comment réagirais-tu? En le faisant, tu transformes l'anxiété paralysante en un plan d'action. Pensons au livre Méditation de Marc Aurèle, l'empereur stoïcien. Aujourd'hui, nous le lisons comme un grand livre de philosophie, mais il ne l'a pas écrit pour nous. C'était son journal intime. Un carnet où il se corrigeait, se rappelait ses principes et luttait contre ses propres défauts. La morale pour nous est brutalement simple. Le véritable travail philosophique est interne, privé et souvent peu glamour. Ce n'est pas une pause pour Instagram, c'est une conversation honnête avec toi-même dans l'obscurité. Alors, si tu as suivi tout cela, la déduction clé pour ta vie réelle est la suivante. Le stoïcisme n'est pas un bouclier pour te transformer en robot sans émotion. C'est une boîte à outils mentale pour analyser la réalité et agir de manière plus sage. Mais comme tout outil puissant, si tu l'utilises mal, le bouclier qui devait te protéger se transforme en une cage qui t'isole. Comprendre cela nous donne un pouvoir immense.
Cela nous permet d'utiliser la philosophie d'une manière beaucoup plus intelligente et consciente. Mais si tu pensais qu'avec cela, tout était clair, prépare-toi, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos. Et le chaos commence avec la première grande controverse, le concept d'apatheia. Immédiatement, notre esprit le traduit par apathie, comme si l'objectif était de ne rien ressentir. Mais sa signification réelle est liberté des passions perturbatrices, c'est-à-dire ne pas être esclave de la colère, de la peur ou du désir démesuré. Voici le conflit. Est-ce le sommet de la maîtrise émotionnelle ou est-ce en réalité un chemin vers le détachement et la froideur? L'enjeu est fondamental. D'un côté, la promesse d'une paix intérieure inébranlable. De l'autre, le risque de perdre notre empathie, notre connexion, notre propre humanité. Maintenant, nous allons démonter un mythe très populaire, que les stoïciens sont passifs, qu'ils restent assis à accepter tout ce que la vie leur jette. C'est faux. Des personnages comme Caton le Jeune ou Sénèque lui-même se sont activement opposés à la tyrannie, risquant leur vie. Alors, pourquoi aimons-nous croire au mythe du stoïcien passif? Parce que c'est confortable. Cela nous donne une excuse philosophique pour ne pas agir, pour ne pas nous impliquer, pour ne pas lutter contre l'injustice. C'est une justification très pratique pour notre propre apathie. Et ici, nous rencontrons un paradoxe fascinant, l'idéal du sage stoïcien. Ce sage est un être humain parfait, complètement vertueux, qui ne se trompe jamais et est libre de toute émotion irrationnelle. Le problème est qu'il n'a jamais existé. Pas un seul des grands philosophes stoïciens n'a prétendu être un sage. C'était un idéal, une étoile polaire inaccessible. Cela nous laisse avec un dilemme sans solution facile. Devons-nous aspirer à une perfection impossible, sachant que nous échouerons, ou cette recherche constante est-elle en soi une recette pour la frustration et l'autocritique destructive? Cela nous mène à une objection éthique très sérieuse, surtout depuis une perspective moderne. Le stoïcisme, en mettant tant l'accent sur notre réponse interne, ne risque-t-il pas de tomber dans une sorte de culpabilisation de la victime? Si un système social est profondément injuste et opprime une personne, est-ce vraiment la solution de lui dire simplement de contrôler ses jugements sur cette oppression? N'est-on pas ainsi en train d'enlever la responsabilité au système et de la mettre entièrement sur les épaules de l'individu qui souffre? Parlons d'une autre controverse qui a radicalement changé avec le temps, le suicide. Pour de nombreux stoïciens anciens, si la vie t'empêchait de vivre de manière vertueuse, le suicide était une option logique et honorable, une porte ouverte qui était toujours disponible. Aujourd'hui, dans un monde qui lutte pour la sensibilisation à la santé mentale, cette idée nous semble, à juste titre, incroyablement dangereuse et problématique. C'est un exemple parfait de comment le contexte historique peut transformer une idée philosophique de libératrice à toxique. Au fond, le stoïcisme tente de résoudre le problème le plus fondamental de la condition humaine, la souffrance. Et sa proposition est que la raison peut la dominer. Mais le peut-elle vraiment? Peux-tu réinterpréter rationnellement la douleur insupportable d'une maladie chronique? Peux-tu gérer tes jugements face à la perte d'un être cher? C'est là que le stoïcisme se heurte aux limites de la raison et fait face à la force brute, irrationnelle et accablante de l'être humain. Tu as survécu au chaos. Tu as vu les contradictions, les dilemmes et les critiques. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Nous allons nous plonger encore plus profondément. Voici un concept que tu ne trouveras pas sur un post Instagram, les indifférents ou adiaphora en grec. Pour un stoïcien strict, des choses comme la richesse, la santé, la beauté ou la réputation ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Elles sont indifférentes. La seule chose vraiment bonne est la vertu, c'est-à-dire un caractère sage et juste. La seule chose vraiment mauvaise est le vice. Tout le reste est du matériel avec lequel travailler, rien de plus. Maintenant, un processus mental complexe, expliqué avec une analogie simple. Les stoïciens avaient une théorie des impressions. Imagine que chaque événement externe, chaque chose qui t'arrive, est quelqu'un qui frappe à ta porte. Tu as une option. Tu peux ouvrir sans plus attendre et le laisser entrer, ou tu peux regarder par le Judas. Regarder par le Judas, c'est examiner l'impression. Tu te demandes, est-ce vrai? Est-ce important? Cela requiert-il mon consentement? C'est toi qui décides si tu lui ouvres la porte et le laisses entrer dans ton esprit. C'est fondamentalement un filtre anti-spam mental pour la réalité. Et en parlant de héros secrets, nous devons parler de Musonius Rufus. Son nom ne te dit peut-être rien, mais il fut le maître du célèbre Épictète. On appelait Musonius le Socrate romain, et il fut un révolutionnaire pour son époque. Il a défendu que les femmes devaient recevoir la même éducation philosophique que les hommes, et que la philosophie n'était pas pour débattre dans les salons, mais pour la pratiquer chaque jour. C'est l'une de ces figures clés qui, injustement, est restée dans l'ombre. Mais, et si tout cela n'était qu'une construction? Il existe une théorie alternative, presque rebelle, qui vient davantage du domaine de la psychologie. Elle dit que le stoïcisme est en réalité un mécanisme de défense incroyablement sophistiqué. Une forteresse intellectuelle que nous construisons pour protéger un ego fragile du chaos et de la douleur du monde.
De ce point de vue, le calme stoïque n'est pas une vraie force, mais une peur déguisée en rationalité. Il y a un détail de la science moderne qui heurte notre intuition, mais que les stoïciens semblaient comprendre il y a 2 millénaires. Cela s'appelle le pronostic affectif, et les études démontrent que nous sommes terribles pour prédire comment nous nous sentirons à l'avenir. Nous croyons que gagner à la loterie nous donnera un bonheur éternel ou qu'un accident nous rendra misérables pour toujours. La recherche montre que nous nous adaptons très vite. Les stoïciens le savaient intuitivement. C'est pourquoi ils disaient que les événements externes n'avaient pas tant de pouvoir. Cela heurte directement notre sensation que ce qui m'arrive maintenant va définir ma vie. Et ici, soudain, toutes les pièces s'emboîtent. L'accent mis sur la vertu intérieure, l'idée que la richesse et la santé sont indifférentes. La pratique de réinterpréter les événements, tout cela pointe vers une conclusion centrale, un moment eureka. L'objectif du stoïcisme n'est pas de changer le monde extérieur, mais de construire une citadelle intérieure imprenable. Et le côté sombre apparaît précisément là, quand nous tombons tellement amoureux de notre forteresse que nous oublions que nous avons un devoir envers le monde qui est en dehors de ces murs. Avec ce niveau de détail, la philosophie se montre dans toute sa gloire et sa complexité. Ce n'est plus une simple astuce de vie, c'est un système complet. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Oses-tu regarder vers la dernière frontière, vers ce qui pourrait être? Regardons vers l'avenir. Comment le stoïcisme pourrait-il être dans 100 ans? Imagine une intelligence artificielle, un assistant personnel sur ton mobile ou dans ton cerveau, programmé avec des principes stoïciens. Un coach qui t'aide en temps réel à gérer tes impressions, à calmer ta colère, à prendre des décisions plus rationnelles. Ou, dans sa version dystopique, un stoïcisme d'entreprise conçu pour créer des travailleurs plus résilients, capables de supporter plus de stress et de précarité sans se plaindre. Et c'est là que la science s'arrête et que la philosophie doit continuer. La neuroscience peut nous montrer quelles zones du cerveau s'activent lorsque tu ressens de la tristesse, mais elle ne peut pas expliquer l'expérience subjective, le sentiment même d'être triste. Le stoïcisme nous donne des outils pour gérer le jugement sur cette tristesse, mais le mystère de la conscience de pourquoi nous ressentons en premier lieu reste intact. C'est la grande question sans réponse. Pensez un instant, l'implication philosophique de tout cela est vertigineuse. Si les stoïciens ont raison, si notre bonheur dépend uniquement et exclusivement de notre vertu et de comment nous jugeons le monde, cela signifie que l'univers en soi n'a pas de signification ou de valeur inhérente. C'est nous et seulement nous qui projetons cette signification. C'est l'idée la plus responsabilisante et, à la fois, la plus terriblement solitaire que l'on puisse concevoir. Maintenant, connecte cela au futur de l'humanité. Nous vivons dans une économie de l'attention conçue pour détourner notre esprit avec l'indignation, la distraction et la gratification instantanée. Dans ce contexte, la capacité de dominer son propre esprit, de penser clairement, de différencier le trivial de l'important, ce n'est pas seulement une philosophie, c'est presque un super pouvoir. Cela pourrait être une compétence cognitive essentielle pour pouvoir résoudre les problèmes gigantesques que nous avons en tant qu'espèce. Et nous arrivons à l'idée finale, la plus provocante. Peut-être que le véritable côté sombre du stoïcisme n'est pas qu'il soit une cage, mais que, sous sa forme la plus parfaite, il pourrait fonctionner. Il pourrait vraiment te rendre invulnérable à la douleur, au chaos et à la folie du monde. Mais un être humain qui est véritablement immunisé au monde, est-il toujours un être humain? Le voyage est terminé. Nous sommes allés de la surface aux profondeurs et de là aux étoiles. Il est maintenant temps de prendre du recul et de contempler le tableau complet que nous avons dessiné ensemble. Souviens-toi un instant d'où nous avons commencé ce voyage. Avec cette idée si simple, si utile et si connue, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Accepte ce que tu ne peux pas. Et regarde où nous en sommes arrivés. À nous demander si cette même quête de contrôle, poussée à l'extrême, pourrait nous déconnecter de notre propre humanité, transformant la force en une forme d'exil. Nous sommes passés d'un simple conseil pratique à un dilemme existentiel sur la nature de la réalité et notre place en elle. Cela a été une véritable transformation. Alors maintenant, la question est pour toi. De tout ce voyage à travers les lumières et les ombres du stoïcisme, quelle idée t'a le plus marqué? Quelle est cette pensée qui est restée résonner dans ta tête? Vraiment, j'adorerais que tu partages ta réflexion dans les commentaires. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Cette conversation est la raison pour laquelle nous faisons ces vidéos. Cela donne un sens à tout. Si ces immersions profondes qui te laissent réfléchir pendant des jours te fascinent, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, car chaque vidéo est une nouvelle aventure pour l'esprit. Comme toujours, merci d'avoir réfléchi avec moi. À bientôt pour la prochaine expédition mentale. Force ou une cage dorée.